L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique numéro 2 sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Céline Brulin, conseillère municipale d'opposition à Bolbec et conseillère régionale, membre de la commission permanente. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Céline Brulin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous avez fait des études à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Vous êtes secrétaire départementale de Seine-Maritime du Parti communiste français. Vous avez été élue au sein de la communauté d'agglo Co-Vallée de Seine, Co-Seine-Agglo. Vous avez été candidate aux élections législatives dans la 9e circonscription de Seine-Maritime. Vous avez aussi travaillé en tant que collaboratrice du député Jean-Paul Lecoq. Et lors de la présidentielle, vous avez soutenu, c'est une évidence, Jean-Luc Mélenchon. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Première question d'actualité, lutte salariale, un peu vaine disent certains, mobilisation contre l'austérité un peu dans le vide, bataille en faveur de l'école, opposition sous les noires, une rue pas écoutée ou du moins peu entendue. Comment ça va la gauche, Céline Brulin ? Ça va pas fort si on en croit les résultats des dernières élections. Mais précisément, je crois que l'objectif, c'est de reconstruire. Nous, on est engagés là-dedans, aux côtés des salariés, vous l'avez souligné, qui luttent contre les ordonnances de la loi travail, qui vont faire beaucoup de dégâts dans les entreprises, qui vont précariser les salariés. Et il faut redonner espoir. Je crois que les Français ont raison de se dire que Macron est le président des riches. Je lisais tout à l'heure que, par exemple, un PDG du CAC 40 qui payait 195 700 € d'impôts sur la fortune dans l'année précédente ne payera plus que 3 900 € à venir, alors que les retraités vont voir la CSG augmenter, ce qui va peser pour 3, 4, 500 € pour eux, qu'on voit que les APL diminuent, notamment pour les étudiants. Et donc oui, je crois que tous ceux qui ont le cœur à gauche doivent se mobiliser pour empêcher le rouleau compresseur de Macron. Comment ça, on peut sortir un peu de cette invisibilité, si je peux m'exprimer ainsi, malgré les nombreuses manifestations que vous avez réalisé et effectué depuis le printemps dernier dans la rue notamment. Un rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon serait en train peut-être de se faire en coulisses. Le Parti communiste essaye également d'exister à l'Assemblée nationale. La solution, c'est quoi actuellement, puisqu'on a tapé plus ou moins fort sur la table et qu'on n'a pas été du tout entendu par le gouvernement Macron ? Mais je crois que la solution, c'est de continuer de se mobiliser. Macron n'a été élu qu'il y a seulement 6 mois, donc les gens se disent peut-être laissons-lui le temps, et je pense qu'il faut qu'il y ait des prises de conscience qui commencent à se faire. On sent que les gens commencent à prendre connaissance des différentes mesures, que ça suscite souvent de la colère, et après il faut beaucoup d'énergie pour organiser les mobilisations, pour peut-être faire converger des gens qui agissent les uns aux côtés des autres, mais pas toujours ensemble. Et nous, on est déterminés effectivement à rassembler, parce que c'est l'union qui fait la force, c'est un lieu commun de le dire, mais ça reste vrai. La 9e circonscription de Seine-Maritime, c'est un territoire à double facette qui va de la façade littorale de Fécamp jusqu'à Saint-Romain-de-Colbosc, aux portes du Havre, un territoire entre terre agricole et tourisme maritime. Comment ça se passe au quotidien pour gérer tout cela, en fait, vous qui êtes une élue de ce territoire ? En fait, le point commun de tout ce territoire, c'est un tissu de villes moyennes dans lesquelles il faut défendre les services publics, puisqu'on voit que les services publics reculent partout. C'est la défense de nos hôpitaux de proximité, c'est l'emploi avec un tissu de PME qui est parfois fragilisé. À Bolbec, nous venons par exemple de subir la fermeture d'une fonderie qui travaillait notamment pour l'industrie pétrochimique, avec une quinzaine de salariés qui se retrouvent sur le carreau. Donc c'est être aux côtés des habitants pour apporter des solutions au quotidien et puis pour mener des combats pour que nos territoires soient entendus et respectés. Un cadre politique national qui est assez surprenant. Récemment, en visite au pays de Sainte-Thérèse à Lisieux, Laurent Wauquiez, le porte-parole de la Nouvelle Droite, a reçu le soutien de notre président de région, Hervé Morin. Est-ce que c'est surprenant ? Alors Hervé Morin a essayé de nous expliquer que ce n'était pas un soutien, que c'était une visite de courtoisie. Donc après tout, Hervé Morin rencontre bien qui il veut.
Moi, je combats la politique qui est menée par Hervé Morin, on y reviendra sans doute, parce qu'elle va aggraver la situation de notre région. Et je n'ai pas non plus beaucoup d'affection et d'amitié pour celle qu'envisage de mener Vauquier. Vous êtes sensible aux questions de santé. Vous avez exprimé votre désaccord sur la récente volonté de l'Agence régionale de santé de supprimer des crédits aux hôpitaux de l'Eure et en Seine-Maritime, comme celui de Fécamp. Votre regard sur la nouvelle politique de santé menée par le gouvernement actuel, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas du tout ? Je pense qu'il va y avoir de grosses difficultés en matière de santé. D'abord parce qu'on continue et même on aggrave avec le gouvernement Macron les politiques d'austérité et nos hôpitaux qui font déjà énormément d'efforts, et on sait tous que les personnels et que les établissements sont au bord de l'asphyxie, vont encore trinquer. Et puis il y a des annonces d'économies terribles dans l'assurance maladie, dans la Sécu, et on peut craindre de nouveau des remboursements de médicaments qui vont frapper les plus fragiles. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, et de plus en plus de gens, qui renoncent à se soigner ou qui retardent le moment de se soigner. Je pense que, comme on dit, la santé n'a pas de prix, et que s'il y a des investissements engagés, s'il y a de l'argent à déployer, c'est tout particulièrement en matière de santé. Il y a quelques jours, on a encore eu des révélations concernant des paradis fiscaux. On voit qu'il y a de l'argent que certains vont planquer dans des paradis fiscaux. Eh bien, il faut traquer cet argent-là. Il y aurait là de quoi financer notre système de santé et nos hôpitaux de proximité. C'est pas l'avenir, les maisons de santé pluridisciplinaires dans les secteurs ruraux ? C'est l'avenir. Moi, je crois aussi aux centres de santé publics avec des médecins salariés, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes médecins qui veulent exercer sous cette forme-là. Après, on voit qu'il y a beaucoup de territoires qui se lancent dans ces expériences et que c'est parfois compliqué. Peut-être qu'il va falloir en venir à ce qu'on faisait pour les instituteurs il y a quelque temps encore, c'est-à-dire financer leurs études en échange d'une installation sur les territoires, parce qu'on voit que cette profession libérale, par définition, ne se régule pas elle-même, et on dit souvent que les malades sont au nord mais les médecins au sud, et je crois que la puissance publique a le devoir de réguler, de réglementer, en discussion et en dialogue avec les médecins bien évidemment, mais on ne peut plus tolérer l'accélération de ces déserts médicaux avec maintenant des communes, des territoires entiers où il n'y a plus de médecins. Ça avait été tenté sous Nicolas Sarkozy de plus ou moins payer 2 000 Il y a eu des mesures, pour... mais qui restent très partielles. C'est-à-dire que oui, il existe ce qu'on appelle le contrat d'engagement de service public, où des étudiants peuvent se faire rémunérer leurs études en échange d'installation, mais c'est l'installation sur un territoire déficitaire. Donc en gros, la faculté de médecine de Rouen peut former un jeune médecin qui décidera de s'installer dans un tout autre territoire. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi former davantage de médecins. Il y a ce qu'on appelle le numerus clausus qui ferme la porte aux études de médecine à un certain nombre d'étudiants qui souhaiteraient le faire, et je pense qu'il faut ouvrir ça parce qu'on n'a pas suffisamment formé de médecins ces derniers temps. On en parle depuis Douste-Blazy, ça fait des siècles. Mais on en parle parce qu'en fait, il y a eu toute une politique qui consistait à dire en réduisant le nombre de médecins, on va réduire les dépenses de santé. C'était les prémices des logiques d'austérité qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit qu'on est dans une situation aujourd'hui catastrophique. Ce que je crains, c'est que ça peut se produire aussi désormais parmi les infirmiers, puisque de la même manière, l'État, et là sous le gouvernement Hollande, à l'année dernière, pour la Normandie par exemple, dit qu'il fallait former moins d'infirmiers en Normandie. La région a malheureusement tout de suite embrayé le pas en fermant des instituts de formation d'infirmiers, des écoles d'infirmiers, des écoles d'aides-soignants. On est à Bernay ici, c'est particulièrement le cas, vous le savez. Et je pense que c'est une très mauvaise chose parce que tout montre que la population va vivre plus longtemps et qu'on va donc avoir besoin de ces personnels et de ces professions de santé, et qu'il faut en former. Tous les jeunes qui sortent de ces écoles trouvent immédiatement du travail aujourd'hui, et c'est une grave erreur de faire parmi le monde infirmier ce qu'on connaît avec douleur parmi les médecins. Certains disent que la gériatrie, c'est une mine d'or pour le secteur privé, hein, entre autres. Justement, il y a besoin de former des professions qui vont pouvoir développer des services sous statut public. Ce lundi, on vous a taquiné un peu sur l'hologramme du chef de gare Mélenchon, en parlant de politique virtuelle sur Hervé Morin, qui était le nouveau chef de gare régional, sur la politique du transport de Normandie.
qui vous paraissait peu cohérente, surtout empirique et onéreuse. Qu'est-ce qui pêche actuellement dans les trains chez nous ? En fait, qui n'arrivent pas souvent à alors la situation des trains, notamment de ce qu'on appelle les trains intercités, c'est-à-dire les trains qui font Cherbourg, Caen, Évreux, Paris ou Le Havre, Rouen, Paris, sont dans un état assez catastrophique, avec beaucoup de retard, un manque de fiabilité, des matériels qui ne sont pas au niveau, au point que Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a lui-même dit que la SNCF avait une dette envers la Normandie. Mais malheureusement, pour répondre à ça, Hervé Morin dit « Je reprends ces trains qui circulent certes en Normandie, mais qui vont aussi jusqu'à Paris et donc qui sillonnent l'Île-de-France. Reprendre ces trains, c'est reprendre, pour les 2 lignes que je viens de citer, 30 millions d'euros de déficit annuel. Et c'est le risque qu'on avait pointé, que ce soit notre réseau de TER, de trains express régionaux qui en pâtissent. Et malheureusement, je crois que nous avions vu juste, puisque lundi était à l'ordre du jour de la séance plénière de la région, le contrat entre la SNCF et la région pour les trains régionaux, et qu'on voit qu'il va y avoir des reculs de services publics, avec effectivement des guichets qui vont être fermés dans les gares ou qui vont ouvrir dans une amplitude horaire moindre, remplacés par des bornes automatiques ou, et on nomme ça, Hervé Morin et son vice-président au transport appellent ça la gare de demain. On appuiera sur un bouton et puis on aura un cheminot hologramme ou tout simplement en vidéo pour nous renseigner. Moi, ce que je constate pour prendre souvent et beaucoup le train, c'est qu'il y a des files d'attente dans toutes les gares, qu'il y a des gens qui ont certes l'habitude de prendre le train et qui peut-être prennent leur billet par Internet, etc. Mais qu'il y a aussi des gens qui commencent à prendre le train, qui n'ont pas les mêmes habitudes et qui ont besoin de personnel en gare. Ce recul de la présence humaine va aussi toucher les trains. Il y a certaines lignes où il n'y aura plus, hormis le conducteur du train, de personnel à bord. Et moi, j'ai vécu une expérience lundi soir, précisément en revenant de la région, où dans le train bondé, une jeune fille s'est évanouie. On a été tous très contents d'avoir un contrôleur avec une trousse de secours qui a pu trouver une infirmière et un médecin à bord pour prendre la situation en charge. Et la déshumanisation de nos services n'est vraiment pas une bonne nouvelle et on va la combattre. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Je reçois dans l'hebdo politique numéro 2 Céline Brulin, conseillère municipale d'opposition à Bolbec, conseillère régionale de Seine-Maritime. Une autre question sur la mobilité, on reste un peu dans les transports, sur les jeunes, sur les chercheurs d'emploi, sur les étudiants qui vivent notamment en milieu rural et qui parfois ont l'impression de vivre un Koh-Lanta permanent puisqu'il n'y a pas de moyens de transport, on est un peu perdu dans la campagne pour avancer. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a des solutions ? Alors déjà, parce qu'il faut critiquer ce qui est critiquable, mais il y a parfois aussi de bonnes choses, la région a adopté de nouveaux tarifs de train qui vont être plutôt favorables aux jeunes qui prendront des abonnements. Donc c'est une piste pour améliorer la mobilité. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on veille à mailler le territoire régional de formation sur tous nos territoires. Alors évidemment, on ne pourra pas mettre une université ou un IUT dans chaque ville moyenne de Normandie, mais des centres de formation d'apprentis, j'évoquais les écoles d'infirmiers, les lycées, bien évidemment, avec des formations supérieures comme des PTS, doivent être présents sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'on souffre de ce qu'on appelle la métropolisation de nos territoires, c'est-à-dire la concentration des services, des richesses, des établissements hospitaliers ou d'enseignement dans les grandes villes, mais qu'on a la chance en Normandie d'avoir un tissu de villes moyennes qui doivent pouvoir continuer à vivre et à se développer. C'est une question d'équilibre du territoire et je crois que c'est comme ça aussi qu'on permettra aux jeunes d'accéder à des formations de tout niveau. On va se diriger vers Bolbec. Est-ce qu'on peut présenter un peu la commune, la carte postale ? C'est une ville magnifique, Bolbec. Je vais évidemment pas vous dire le contraire, mais c'est une ville qui souffre, qui a déjà souffert par le passé, puisque comme beaucoup de villes normandes, elle avait une industrie textile très importante qui a maintenant disparu, mais elle a su rebondir avec des entreprises, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, avec des services publics. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle vit une nouvelle étape douloureuse. On a eu malheureusement beaucoup d'équipementiers automobiles qui étaient implantés, qui ont disparu. J'évoquais tout à l'heure la fonderie du Val-Ricard, donc, qui vient de fermer ses portes, alors que c'est un savoir-faire
extraordinaire et absolument indispensable pour toute l'industrie pétrochimique. C'est une ville qui voit aussi, comme beaucoup de villes moyennes, son activité commerciale en difficulté. Et je crois qu'il faut redynamiser cette ville. En tout cas, moi, je suis engagée dans ce sens-là. On se dirige vers l'horizon 2018-2022 dans votre agglomération, vers un partenariat public-privé pour la gestion des transports, entre autres pour gérer les réseaux urbains de Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme et certains aussi transports scolaires. Est-ce que c'est une solution de facilité ou de raisonnabilité ? Moi, j'ai adhéré à la solution, c'est une CEMOP. Alors, c'est un terme un peu jargonneux, mais c'est une CEMOP C'est une société qui s'occupe, une société d'économie mixte à opération unique. D'accord. C'est-à-dire une société qui, effectivement, va associer les élus de l'agglomération, mais un futur opérateur de transport, une société qui a un savoir-faire en matière de transport, parce qu'on ne s'invente pas transporteur comme ça. Donc moi, le montage juridique me semble pertinent. Ce que j'ai regretté en revanche, c'est qu'on crée cette CEMOP avant d'avoir travaillé sur le projet de transport. On est une agglomération, mais je dirais qu'il n'a presque d'agglomération que le nom, puisqu'en fait, notre communauté d'agglomération, ce sont des villes moyennes comme Bolbec, 12 000 habitants, comme Lillebonne, 9 ou 10 000 habitants, comme Notre-Dame de Gravenchon, qui doit être aussi autour de 9 000 habitants, et puis beaucoup de communes rurales. Et il y a besoin de réfléchir justement à quel type de transport on développe, à la fois dans les communes centres qui ont déjà leur transport en commun, mais aussi pour que les habitants des communes rurales puissent accéder aux équipements culturels, aux services publics. Et pour l'instant, ce projet n'est pas à l'ordre du jour. Bon. Donc on crée une structure, c'est bien, mais moi je pense qu'il faut surtout améliorer la vie des gens. On va voir si ça avance un peu mieux pour le pôle céramique. Vous avez récemment débattu avec le président de l'agglo de l'avenir du centre de formation de ce pôle céramique actuellement dans l'ancien collège Pasteur, c'est ça, à Gravenchon. Votre souhait, c'est un retour vers Bolbec pour une meilleure synergie avec le futur pôle des métiers d'art. Alors il y a deux sujets avec le pôle céramique. D'abord, il y a un sujet régional parce que... Qu'est-ce que ce pôle céramique pour ceux qui ne sont pas au fait de la région, etc., qui sont un peu en dehors de la frontière? Alors sur Bolbec, il y avait une formation de CAP, notamment de tourneurs, de céramistes qui fabriquent donc des potiers avec des tas de gens qui parfois, parce qu'ils ont perdu leur emploi, se relancent là-dedans et qui produisent des objets assez extraordinaires. Et puis autour des expositions, etc. La région veut développer ce qu'elle appelle des filières d'excellence. Et bien voilà, parce qu'il n'y a pas qu'à Bolbec que se pratique ce type d'activité. Voilà de quoi structurer en région un pôle régional de céramistes. Il y a des expositions magnifiques qui se font à l'Être Saint-Maclou à Rouen, par exemple. Il y a des initiatives qui sont prises à Oulgat, me semble-t-il. Et malheureusement, les représentants de ce pôle trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment le soutien de la région. Et donc, j'en profite pour inviter les élus régionaux à se mobiliser pour développer ce savoir-faire et faire connaître ce savoir-faire normand. Et puis, à Bolbec, parce que le pôle était installé dans une friche qui est laissé à l'abandon. Ils ont reçu le plafond de leur bâtiment sur la tête et ont été contraints de déménager. Gravenchon les a accueillis et on peut s'en féliciter parce que ça a permis de poursuivre ces formations. Mais à Bolbec, j'évoquais tout à l'heure la nécessité de développer des formations dans les villes moyennes. Voilà qu'on avait ce type de formation et nous souhaitons qu'elle y revienne. Parce qu'aussi, ça permet à des gens qui ne connaissent pas forcément Bolbec d'y venir. On a parfois eu à souffrir d'une très très mauvaise image de notre ville. Et moi, je suis attachée à montrer qu'il y a des savoir-faire, des compétences. Et je pense que ce pôle le permettait aussi. Bon, j'espère que le président de région aura entendu le message. En tout cas, il y a des échanges, je ne dis pas de paire de claques, mais en tout cas d'amabilité entre vous et Hervé Morin. Vous l'avez stigmatisé il n'y a pas très longtemps sur le silence de la région, sur la disparition ou sur la difficulté de certaines entreprises et sur des dossiers économiques comme Sidel, UPM, la Chapelle d'Arblay, Lafarge, Valourec en Seine-Maritime, ou le Chameau qui est situé, je crois, à l'Aigle, dans l'Orne. Est-ce qu'il vous a entendu ?
D'abord, écoutez déjà. D'abord, moi je respecte Hervé Morin, même si j'ai des désaccords avec lui, et je crois que la réciproque est vraie. Après, je pense que la politique régionale est trop dans le laisser-faire en pensant que le marché va suffire à créer des emplois, à développer l'économie. On voit qu'il y a des entreprises et des savoir-faire qui disparaissent. Vous avez cité Lafarge. Nous, on en a fait un vrai sujet. D'abord parce que c'est une entreprise qui est utile. Aujourd'hui, on va importer le clinker et le ciment de l'étranger alors qu'on est capable de le faire en région. Et puis parce que Lafarge est aujourd'hui face à la justice parce qu'elle aurait pactisé avec Daesh en Syrie pour faire tourner là-bas une cimenterie. Et dans ce cas de figure, nous, on pense que la puissance publique doit se faire entendre et intervenir beaucoup plus fermement jusqu'à renationaliser certains types d'activités quand on est face à ces pratiques. Et puis oui, on voit trop... Alors il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif ARM qui permet de jouer un peu le rôle de pompier et que nous soutenons parce qu'il a permis de sauver un certain nombre d'entreprises et d'emplois. Mais je crois que la région doit s'engager de manière plus ferme. Par exemple, nous on propose que les aides des entreprises soient conditionnées à des exigences. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut aider des entreprises à se développer, à engager de nouveaux process de production, à se moderniser. Mais il me semble tout à fait logique qu'en face, on ait quelques exigences en matière de création d'emplois, en matière de formation des salariés, en matière de santé au travail, en matière d'environnement. Et ce serait apporter des aides aux entreprises, mais aussi se doter de leviers pour agir sur le développement de l'économie régionale. Il y a des bonnes choses aussi qui se déroulent un peu dans votre secteur actuellement, qui se mettent en place. Notamment, on pense à ces futures pépinières de start-up à l'abbaye du Valas, des entreprises naissantes. Ça, c'est en bonne voie, ça va se faire ? Bon, il se dit beaucoup de choses, j'attends de voir. J'ai entendu dire, mais je ne l'ai pas encore vérifié, que des start-up pourraient s'installer pour 25 € par mois. 25 € par mois de loyer dans l'abbaye du Valas. Ce que je constate, c'est que malheureusement, pas spécialement chez nous, mais globalement, il y a beaucoup de start-up qui se créent et puis qui disparaissent très rapidement. Et donc oui à l'innovation, oui au soutien de ces nouvelles filières et souvent de jeunes qui peuvent avoir des idées extraordinaires à développer. Mais je crois que le territoire Caux-Vallée de Seine a aussi une identité, c'est l'industrie. Et moi, je crois en l'avenir de l'industrie, d'une industrie propre, respectueuse de l'environnement, et qu'il faut aussi soutenir ces activités-là, parce que je ne crois pas que les start-up, à elles seules, permettront de répondre à la question du chômage qu'on connaît aujourd'hui. On arrive presque au terme de cette émission. On va célébrer ce 25 novembre la journée internationale ONU pour l'élimination des violences faites aux femmes. On avance. Ou alors certains disent que notre société est encore timorée, qu'il y a encore pas mal de tabous. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet ? On avance au sens où je vois que la parole se libère et que c'est toujours une bonne chose parce que c'est comme ça que les choses peuvent avancer, mais il faut des paroles. Les médias s'emparent du sujet actuellement, c'est peut-être pour ça qu'on en parle beaucoup. Il faut des paroles, il faut aussi des actes. Le budget, par exemple, du gouvernement... pour la politique d'égalité homme-femme, c'est 0,006% du budget. Donc je vois bien qu'il y a beaucoup de communication de la part du gouvernement, mais je pense qu'un ministère du droit des femmes ne serait pas du luxe dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qu'un soutien aux associations qui viennent en aide aux femmes ne serait pas du luxe non plus aujourd'hui. Or, on voit bien qu'il y a de nombreuses associations qui ont du mal à survivre, qui font face à la suppression d'emplois aidés, qui touchent terriblement le tissu associatif. Et donc oui, il faut parler de ces questions-là, il faut que la parole se libère, mais il faut aussi des actes et des financements. Rien n'a bougé depuis Yvette Roudy, quoi. Pas grand-chose, en tout cas insuffisamment. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de nos studios, là ? Vous allez reprendre la route ? Je vais reprendre la route pour Bolbec et puis préparer la semaine... qui va s'engager pour mener les combats qu'on mène. Puis beaucoup d'activités, Noël, le Téléthon, etc. dans votre commune. Absolument, le Téléthon, c'est une manifestation qui rassemble en France, je crois que c'est la plus grande manifestation populaire.
ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a de la solidarité, qu'il y a des gens qui bénévolement agissent pour les autres. Je pense cependant qu'en matière de recherche, par exemple médicale, là aussi, la puissance publique, l'État devrait s'engager davantage parce que ça ne peut pas reposer que sur la bienveillance et la générosité de nos concitoyens. Céline Brulin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver cet hebdo politique en podcast, son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Au revoir. Merci. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.